source nous est apparue indispensable pour donner une image vivante des bourrines, puisque Thérèse Aubaret et le Petit Berger y ont vécu, chacun à sa place. Je laisse la parole à Lijo qui commence donc cette soirée. Oui, c'est une histoire étonnante, inattendue, pour ensemble ce soir. Une histoire très ancienne, puisqu'elle plonge dans le XVIIIe siècle, dans les racines mêmes de notre famille bourrine, et aussi une histoire neuve, parce qu'au cours des années, nous avons renoué avec cette propriété des bourrines qui était restée très chère dans le cœur de notre famille. Et ceci nous a permis des rencontres ici, de longues vacances d'été pendant la guerre. Et un de nos cousins, qui est devenu par la suite un très brillant avocat, me rappelait avec émotion qu'il avait appris à pêcher dans le petit ruisseau qui coule en bas du pré de Loire. Et cette pêche lui a donné la vocation parce que toute sa vie, il est resté un grand pêcheur. Et moi-même, avec ma sœur aînée, nous avons fait un long séjour ici pendant l'été 1945. Je me souviens de nous venions de Périgueux, nous avons fait un voyage interminable, même en nous obligeant à coucher à Brive. On avait l'impression d'arriver au bout du monde. Et arrivé à Bertholène, nous avons été accueillis par, moi j'appelle ça une carriole, mais ce n'est pas une carriole, il parlait que ça s'appelle une jardinière. C'est un étrange attelage qui nous a donné et séduit. Et nous sommes partis de Bertholène jusqu'au Bourrines. Et je me souviendrai, je crois, jusqu'à la fin de mes jours, de ce voyage magique dans cette petite route extrêmement étroite, encaissée et entourée d'une végétation superbe. On était comme plongé dans un long tunnel de verdure qui ne finissait jamais. C'est un voyage qui a peut-être duré quelques minutes et qui a gardé pour moi une empreinte extraordinaire. Et puis alors, je me souviens aussi de mon étonnement devant l'ampleur des troupeaux. Quand j'ai vu toutes ces bêtes, ces ovins et ces bovins, l'immensité inattendue des étables, à mes yeux des petites périgourdines, parce que chez nous ce sont de toutes petites exploitations. Et quand dans une ferme on élève 5 ou 6 vaches, 2 cochons, une couvée de lapins et une portée de canards, ou plutôt une couvée de canards et une portée de lapins, eh bien on a l'impression qu'on est les rois du monde. Donc ici, tout nous paraissait absolument démesuré. J'ai été étonnée aussi de voir des hommes qui étaient dédiés aux soins des animaux, qui le soir couchaient à côté de leurs animaux dans les étables. Je n'avais pas encore une conscience sociale très vivante et élaborée, mais quand même, ça me semblait étrange et pas très normal. Voilà. Je me souviens aussi de la prière du soir dans la vaste cuisine qui était présidée par notre grand-mère Cécile, fille de Thérèse. Voilà. Donc, j'ai l'impression d'avoir touché un peu dans mon enfance quelques bribes de la vie ancienne des bourrines. Et puis, bien des années plus tard, ce fut la découverte et l'édition des souvenirs de Thérèse Aubaret. Ma sœur Cécile vous en parlera plus grandement. Et quand nous avons fait ce tirage très restreint de 100 exemplaires, il y avait une telle présence des bourrines parmi ces pages, il nous a semblé absolument indispensable de les faire connaître aux gens des bourrines qui vivent actuellement. C'est comme ça que nous avons rencontré monsieur et madame Doty, nous avons rencontré Christine Prel et Didier Bombray, et que est venue cette idée de rapprocher un peu nos travaux, tout ce qui était fait aux bourrines. Nous avons découvert avec beaucoup d'étonnement et d'admiration l'incroyable travail fait par tous ces bénévoles, avec une compétence et un amour qui méritent profondément le respect. Donc je dirais que c'est une histoire ancienne, mais très fraîche et très neuve, à la fois par la façon que l'on a découvert ici, et par le bonheur que nous avons eu de découvrir tous ces gens si attachants. La propriété des moines d'Aubrac, il servait de grenier à blé, parce que les terres étaient immenses. C'était la plus grande exploitation agricole du Rouergue. Peu avant la Révolution, les bourrines sont devenues la propriété des évêques de Rodez,
qui en fait se sont très très peu souciés de la mise en valeur des terres. Et au moment de la Révolution, comme ils avaient peur que les bourrines soient pillées et dévalisées, ils ont suggéré à la famille Granier, qui habitait Montpellier, de l'acquérir. Et on n'a pas de traces réelles qui explique la raison de ce rachat par M. Granier, qui habitait Montpellier, et les Bourrines, c'est pas tout près, mais on peut trouver un lien sans doute dans le commerce des moutons, parce que la famille Granier avait une petite entreprise qui fabriquait des couvertures pour l'armée et qui demandait beaucoup de toisons de brebis. Donc on peut se dire que c'est à ce moment-là, il y avait un intérêt de la part des Granier à acheter le domaine des Bourrines. Et ça rendait service à l'Église, car les Granier étant très catholiques, ils protégeaient en même temps ce château de la mise à sac. Seulement, il s'est passé la chose suivante, c'est que l'armée française n'a plus besoin ou s'est adressée à d'autres fournisseurs. Et l'entreprise de couverture des Granier a périclité et ils ont fait ce qui est faillite. Or, c'était quelque chose de très scandaleux, d'autant que Zoé Granier était député et maire de Montpellier. Il avait donc apparemment une situation très assise et il s'est trouvé d'un coup ruiné, un peu dans la honte. Et son fils, il avait un fils qui s'appelait Henri Granier, qu'on avait marié à Fanny Durand, qui était d'une famille de Perpignan. Et cette famille, Henri Granier, lui, a très mal supporté cette faillite de sa famille. Et après avoir vécu avec Fanny, c'était un mariage arrangé, ma soeur vous en parlera un peu plus quand elle vous parlera du caractère de Fanny. Quand de ce mariage sont nées 3 filles, Cécile, Lucie et Thérèse. Et après la naissance de ces 3 enfants, avec la faillite et la honte, Henri Granier a pris la fuite. C'est-à-dire qu'il a disparu en laissant sa femme avec ses 3 filles à charge. Et, je veux dire, en se lavant les mains de la situation, il a pris courageusement la fuite. À ce moment-là, les frères de Fanny ont eu l'idée, surtout que c'était au moment d'un héritage, ils se sont emparés des affaires de leur sœur pour s'en tirer en eux-mêmes, gardant l'argent, si on peut dire. Et ils ont racheté les bourrines pour leur sœur en lui disant qu'elle pourrait finalement s'en occuper Plus proche du micro, on n'entend pas. Ça va mieux. Excusez-moi parce que je bouge. Parce que dans les souvenirs de Thérèse, les frères de sa mère disaient donc qu'elle devait aller passer l'été avec ses 3 filles aux bourrines, s'y intéresser et trouver là une diversion à ses peines. Alors, de fait, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Fanny, qui s'est énormément occupée des bourrines. Et c'est ensuite Thérèse qui en a hérité et qui est morte, elle, en 1933. Et ensuite, les bourrines ont été partagées par héritage, à la fois entre les descendants de plusieurs des enfants de Thérèse. Et on peut dire que les bourrines sont restées dans la famille jusque dans les années 50. Puis à ce moment-là, les bourrines ont été vendues aux Delmas. Les Delmas sont eux-mêmes vendus à la famille Doty. Donc depuis les moines, depuis la Révolution, on pourrait dire, il n'y a eu que 3 familles qui se sont succédées aux bourrines. Nous, notre propre famille, la famille Delmas, mais je crois que ça n'a pas duré très longtemps. Et combien 7 ans. À 25 ans, et la famille Doty. Voilà. Oui, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que ce dont nous parlons, nous, ce sont les sources
que nous tenons uniquement de Thérèse et de notre famille. Ce sont peut-être des sources sujettes à caution. Nous ne prétendons pas détenir la vérité, nous donnons un aspect des choses. D'ailleurs, nous n'avons pas fait de recherche historique pour vérifier ou contester ce que dit Thérèse dans ses souvenirs. Alors là, avant de passer à autre chose, on va vous faire deux portraits, le portrait de Fanny et le portrait de Thérèse, qui sont en tant que pourtant mère et fille, mais extrêmement différentes dans la façon d'être, de réagir et de vivre. Alors Fanny donc, a connu une enfance choyée et dorée à Perpignan, et elle avait adoré cette ville, elle adorait ce Roussillon, et elle trouvait que Montpellier était beaucoup moins beau, beaucoup moins... la chaleur n'était pas la même, la végétation non plus, le ciel non plus, et Madame Dauty m'a dit que c'était vrai. Moi je trouvais que c'était un peu un caprice, parce qu'entre Perpignan et Montpellier, ça ne me paraissait pas une différence notable. Il paraît que c'est vrai que le Roussillon a un caractère particulier. Donc Fanny adorait ce Roussillon, et elle a toujours gardé la nostalgie de cet endroit. Elle était douée pour la musique, on dit qu'elle avait une belle voix. Elle était la dernière d'une famille nombreuse, et ses sœurs aînées avaient fait des mariages brillants avec des beaux noms aristocratiques et des yeux d'argent. Et le père Durand était bien décidé à ce que sa fille suive le même chemin. Or, elle était amoureuse d'un jeune garçon, mais qui était insuffisamment bien né aux yeux de ses parents. Alors, elle n'était pas question que tu épouses ce monsieur. Par contre, tu vas te marier avec Henri Granier, le fils du député maire de Montpellier. Et ainsi, entre nos deux villes, la famille Durand et la famille Granier, nous aurons une position dominante dans la région. Donc, elle a beaucoup pleuré, mais qu'elle a oublié. Bon, et donc, c'est vrai que cette union ne fut pas très heureuse. Cécile vous a dit que Henri est parti très rapidement sous d'autres cieux, et que finalement, Thérèse s'est retrouvée toute seule avec ses trois filles à élever. Fanny. Et ce qui est étrange, c'est que cette Fanny avait un double caractère. Elle avait d'un côté un peu nostalgique, gémissant, un peu grognon, enfin pas un caractère très heureux. Et en même temps, elle a fait preuve d'une énergie et d'une capacité à régénérer les bourrines qui est absolument étonnant. Elle a été une véritable agricultrice, femme d'affaires, femme de tête, avec en même temps un côté qui n'était pas toujours très agréable. Donc voilà, c'est une personnalité un peu à deux façades. Quelques petits détails. Donc, Fanny est morte en 1912. Notre propre mère est née en 1906. Et Cécile, donc la mère de notre mère, elle avait attendu un enfant, il paraît qu'elle était gagnante. Son père espérait bien qu'elle allait naître un garçon, parce qu'on attendait, il y avait déjà 3 filles, et on attendait un garçon. Donc il pensait que l'opulence de sa femme promettait l'arrivée d'un gros garçon. Quand il a fait les 100 pas pour attendre le résultat de la naissance, le médecin est sorti, il a dit c'est un garçon? Alors il a dit non. C'est une fille? C'est 2 filles. Sinon, alors, notre mère était la dernière arrivée, on ne savait pas trop quel prénom lui donner, parce que vraiment elle arrivait par surprise, on l'a appelée Marie, comme ça c'est plus facile. Et il fallait lui trouver un parrain et une marraine. Donc son parrain, c'était son jeune frère qui avait 4 ans, et sa marraine, c'était la grand-mère Fanny qui en avait 95. Pour montrer que notre mère est arrivée sur des hospices très heureux.